Merci à vous tous d'être avec moi. Bruno Bonnel, vous préférez faire des plans pour la France et l'industrie. Ça date pas d'hier. Hein, il y en a qui font des plans sur la comète, c'est pas votre cas. Territoire d'industrie, la loi Pacte, le rapport sur la robotique, vos contributions sont multiples. Il y a un vrai engagement et on est ravis de vous accueillir, moi je pourrais vous qualifier de promoteur, ambassadeur, coach de France 2030. Merci d'être là en tout cas. Merci. On peut l'applaudir, je vous en prie. C'est mérité. Carole Delga, on se connaît, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Tout est question d'échelle, hein, surtout quand on veut faire rayonner notre pays. En Occitanie, comme pour Région de France, vous voyez grand, en n'oubliant jamais l'infiniment petit. Et même si vous fûtes un temps en charge des monuments historiques et archéologiques, je crois que c'était à Limoges, ça. C'est résolument vers l'avenir que vous vous tournez. Carole Delga, merci de l'applaudir encore une fois. Merci à vous d'être avec nous via la moto-taxi. Je sais que ça a été un petit peu compliqué. Jazz, voici un nom de famille qui sonne un peu comme cette musique originaire du sud des États-Unis. Pour ce qui est de la partition économique, vous avez aussi le bon tempo. Et merci à vous de contribuer à rythmer nos échanges avec vos analyses qui sonnent justes. David Jazz, merci de l'applaudir. Bruno Bonnel, je me tourne vers vous. De nouvelles ambitions, France 2030, il y a 54 milliards sur la table, beaucoup d'ambitions. Quelles sont les nouvelles ambitions par rapport à ce qui avait été fait, puisque vous vous inscrivez aussi, nouvelle dynamique certes, mais dans une continuité par rapport à ce qui a été fait. Je crois que vous voulez renouveler les priorités, les méthodes, tout en poursuivant les actions qui ont été faites. Oui, à l'origine, il y avait les plans d'investissement d'avenir qui datent maintenant d'il y a 12 ans. Et qui ont permis justement de comprendre et de garantir, de confirmer que dans ces grandes transformations qu'on vient d'écouter à travers les interventions de tout le monde, l'intervention de l'État est majeure. Et on ne le dit pas assez. Chaque fois qu'il y a eu des grandes transformations, que ce soit par la commande publique, que ce soit par les concessions au XIXe siècle, quand il y a eu des grandes transformations énergétiques, l'État a été déterminant parce qu'il dérisque, il soutient, il incite à aller plus loin, et c'est bien ça les fondamentaux de la doctrine de France 2030. Si je fais la différence avec d'autres plans qu'on a vécu récemment, le plan de relance par exemple, était plutôt un plan qu'on qualifierait de guichet. C'était un examen. On avait la volonté de faire du capacitaire, on avait la volonté de développer son activité, et on était aidé d'une façon quasiment systématique par l'État. En France 2030, on est au contraire dans un schéma plutôt concours, de performance, d'excellence. C'est-à-dire je présente mon projet et puis on je vais séduire un jury. On présente des projets, il y a un jury qui est indépendant, qui va juger de la qualité de ce projet et le soutenir et le sortir d'une façon déterminée, avec une doctrine qui est, ça doit être justement absolument incitatif, c'est-à-dire que s'il ne se fait pas sans nous, c'est tant mieux. Donc on doit vraiment, France 2030 doit être compris quelque chose qui permet de faire des choses qui normalement ne se font pas, en termes de risque, parce que ce sont des projets à très long terme. Je prends l'exemple par exemple des petits réacteurs nucléaires sur lesquels on va se projeter assez loin. L'exploration spatiale, évidemment, sont des domaines où les capitales... L'avion du futur aussi. Hein, voilà, oui, mais les venture capitalistes sont plutôt hésitants, ils veulent des retours sur investissement plus rapides. Deuxièmement, assumer totalement la prise de risque. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, on est en train de financer un projet sur le quantique où on a 5 sociétés françaises qui essayent de fabriquer, calculateur quantique, 5 technologies différentes. Il est quasiment certain qu'il n'y aura probablement que 2 technologies au bout de la route. Donc, assumer la prise de risque totalement et accepter donc de se tromper. Et puis, le troisième élément, c'est que ça doit être transformateur. Donc, transformateur, c'est-à-dire que ça doit transformer... Alors, pour des raisons énergétiques, pour des raisons de compétitivité, mais également pour des raisons de nouveaux développements de marché, doit être transformateur pour les projets, pour les entreprises qui soutiennent les projets que nous soutenons. On va y revenir. Transformer avec un côté pratico-pratique que vous aimez à mettre en avant. Voilà, pas d'usine à gaz, sans jeu de mots, mais quelque chose de vraiment concret. Carole Delga, merci d'être avec nous. Transformons nos territoires pour plus de souveraineté. Voilà qui vous parle évidemment, avec déjà le territoire que vous pilotez, la belle et dynamique région Occitanie, et puis région de France. Revenons rapidement sur région de France. On échange, on partage, il y a des bonnes pratiques. C'est 18 régions, c'est 18 présidents, c'est aussi l'outre-mer. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
Au niveau, en effet, des régions et des présidents de régions, on est très volontariste et bien sûr, on mutualise des initiatives et nous faisons partie de l'équipe France, voilà, parce que nous avons de nombreux défis à relever, des défis, bien sûr, de souveraineté, des défis face au réchauffement climatique, des défis aussi démocratiques. Et nous savons qu'à travers la relocalisation, l'industrialisation, à travers la recherche, l'innovation, eh bien, on a une croissance partagée, mais une croissance dans tous les sens du terme, bien sûr, au niveau humaniste comme au niveau économique. Et oui, les présidents de région, nous faisons en sorte également d'être des initiateurs. Alors même des locomotives, c'est-à-dire si on prend l'exemple du train à hydrogène, c'est parce que 4 présidents de région ont décidé d'acheter des trains à hydrogène que cela va être développé en France, puisque Alstom développait cette technologie uniquement pour l'Allemagne. L'ancien président de la SNCF, on va dire, était très réservé sur ce sujet. Et puis, nous avons poussé les feux, les présidents des régions, donc Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Et c'est par notre union que nous avons été en capacité de commander en fait 14 matériels et que Alstom a dit banco et qu'ensuite Jean Castex a dit on va vous aider parce que en Allemagne c'est l'État donc qui finance les 2 tiers, les régions 1 tiers et en France c'est 2 tiers les régions et 1 tiers l'État. Donc nous avons été très volontaristes. Le message est passé. Le message est passé, mais ils le savent. J'ai toujours des messages très clairs et très constant. Et nous avons aussi un partenariat dans le cadre de France Relance qui correspondait quand même à un moment très particulier de crise où en effet il fallait soutenir le moindre des projets qui nous permettaient de contrer une potentielle hausse du chômage qui aurait pu être quand même très, très difficile à vivre pour notre pays. Là, bien sûr, nous sommes sur France Relance, un autre objectif, mais il faut que ces grands objectifs, l'État stratège qui est mis en œuvre à travers France 2030, sur des priorités que nous partageons, les présidents de région, mais il faut après être en capacité déjà de détecter tous les projets, et puis après ces projets qu'ils arrivent à terme. Donc c'est vrai qu'il y a une question en effet de financement, d'effet levier, que seul le budget de l'État en France peut mettre, puisque je rappelle que par exemple la totalité des budgets des régions françaises, même après la réforme, est équivalent au seul budget de la région de Bavière, donc en Allemagne. On voit la différence d'échelle. Comment est-ce que vous arrivez à jouer ce rôle d'ensemblier par rapport à des régions qui, jusqu'à présent, se tirent un peu la bourre, on a besoin du budget de l'État. Non, enfin, maintenant, on est vraiment dans une complémentarité parce que, je veux dire... Maintenant, hein, ouais. Oui, maintenant, à travers les nouvelles grandes régions et à travers aussi les missions qui ont été données aux régions à travers les dernières lois de décentralisation. Et puis, voilà, l'heure... elle est à la mobilisation. Nous avons fait les 22 présidents de région, c'est-à-dire y compris tous les territoires d'outre-mer, une tribune dans le JDD, c'était « Élevons la France ». Et nous savons que pour élever la France, il faut que la souveraineté se développe sur tous les aspects, sur les aspects industriels, énergétiques, alimentaires, voilà, sur les aspects aussi sanitaires, et qu'on doit jouer collectif. On doit jouer collectif pour vraiment surmonter ces crises que nous avons. Et dans le cadre de France Relance, on a besoin bien sûr des dispositifs de l'État en termes de masse financière, mais il y a besoin de créer un écosystème. Et ça, l'écosystème aujourd'hui, en France, ce sont les régions qui peuvent le créer. Ce n'est plus l'État. Voilà, elle porte bien les couleurs des régions. Merci Carole Delga. Merci à vous d'être avec nous, David Diaz. Je sais que vous étiez avec le président de la République tout à l'heure. Le nouveau modèle français. Voilà un livre qui fait beaucoup parler. Le modèle français, le modèle social, où on en est aujourd'hui. Quand vous parlez d'un nouveau modèle, ça veut dire que le modèle précédent est à revoir. Alors, on va vous donner un autre micro. Voilà, merci. Oui, alors puisqu'il est question d'innovation et de souveraineté, c'est vrai qu'on est confronté à un défi qui ressemble un peu à l'après-guerre en France. On a une vague de transformation liée à la transition écologique, liée au vieillissement. On a toute une série de défis technologiques qui se posent à nous. Et en réalité, si on veut faire face à ces défis, on doit jouer collectif.
Et c'est peut-être la grande différence avec l'après 45, où effectivement l'État était un peu en majesté parce que le capitalisme français était un peu discrédité par la collaboration, parce qu'il n'y avait pas de décentralisation. Là, il y a un enjeu de travailler en équipe. Et je crois que tout ce qu'il faut arriver à construire, c'est justement une action collective et en même temps qui se porte sur les bons objets. Et l'intérêt d'une démarche comme France 2030, c'est d'être... vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est d'être une grande agence qui va financer l'innovation, la recherche et développement sur les grands objets du futur. Ce qui a propulsé une partie de la réussite de la France durant les 30 Glorieuses, c'est les grands programmes technologiques, industriels. Donc on peut citer pêle-mêle le programme nucléaire, le TGV, évidemment tout ce qui touche à la transformation de l'agriculture. Et on a des défis similaires aujourd'hui. Alors, ce qui était un peu hier dans l'infiniment grand, c'est-à-dire les grands projets, les grands programmes, aujourd'hui, c'est plus du domaine de l'infiniment petit. Parce que... Alors, ça nous va bien hein, quand on parle de territoire. Et c'est vrai que la France est particulière en termes de territoire, en termes d'implantation industrielle versus d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Oui, alors c'est vrai que la Grande-Bretagne a une histoire où l'industrie s'est concentrée en gros sur trois agglomérations, Londres, Manchester, Liverpool. Et ça remonte assez loin dans l'histoire puisque dès le XVIe siècle, il y a une loi qui s'appelait le Weavers Act qui interdisait la dispersion des métiers à tisser. Par différence, la France, c'est un pays où l'industrialisation s'est faite dans les petites villes, dans les villes moyennes et dans la ruralité. De capillarité, hein, quelque part. Et donc ça a joué un rôle très fort, évidemment, pour la cohésion territoriale, pour l'aménagement du territoire. Entre 1980 et, on va dire, les années 2010, on a eu une forte désindustrialisation qui a particulièrement touché ces régions où on a des villes moyennes, des petites villes. On le voit sur le quart nord-est, par exemple, avec la crise de la sidérurgie. Et ça a eu Nicolas Dufourcq l'a bien décrit, d'ailleurs. Voilà, dans son livre « La désindustrialisation de la France ». Donc ça a eu un impact assez fort sur un certain nombre de territoires. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de la réindustrialisation, c'est de reconquérir de la souveraineté, c'est d'être à nouveau à la pointe des technologies et de l'innovation, en particulier pour faire face aux défis climatiques, mais c'est aussi d'être en capacité de redonner de bons emplois. Parce que un des problèmes qui touche aujourd'hui les pays occidentaux, on le voit aussi aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne, c'est qu'on a une partie de la classe moyenne qui a été très très fortement fragilisée. On a des métiers super qualifiés qui se concentrent dans les métropoles avec des super rémunérations, super diplômés, etc. On a un bas de la pyramide qui se concentre beaucoup dans le secteur des services et ce que Jérôme Fourquet a appelé la société du back-office. Et puis tous les métiers intermédiaires qui étaient en fait les métiers de l'industrie ont été très fortement ébranlés. Ça a des conséquences économiques, mais ça a aussi des conséquences politiques. Et donc un des grands enjeux, c'est ce qu'explique bien le professeur Dany Rodrik, c'est de reconstituer de bons emplois. Et je crois qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas un projet de reconquête de la souveraineté industrielle et technologique. Et de ce point de vue-là, le plan France 2030 est vraiment réjouissant parce que ça ressemble à ce que font les États-Unis avec DARPA ou BARDA, c'est-à-dire des grandes agences d'innovation bien dotées financièrement, qui travaillent en écosystème, qui travaillent en équipe, projet commun, qui font confiance aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer par 350 guichets ou formulaires. Et cet enjeu justement du jouet collectif avec les collectivités territoriales, avec les centres de recherche, avec le secteur, le privé, le public, au fond, ce qui compte, c'est les synergies et c'est la dimension équipe de France. Prise de conscience collective, vous le disiez, équipe de France, projet commun. Revenons, Bruno Bonnel, je parlais des 54 milliards. On a bien vu qu'il n'y avait pas de guichet unique ouvert. Il faut faire ses preuves, il faut avoir un vrai projet. Il y a des objectifs et des priorités très précis. Tissu PME, ETI, il y a la décarbonation évidemment. Et puis, on en parlait avec vous, la formation et les compétences. Entrons un peu plus dans le détail. Bon, d'abord, au cœur du projet France 2030, il y a l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas l'invention. Je répète à chaque fois ça. L'innovation, c'est la réponse aux demandes sociétales, tous les défis qu'on a décrits depuis tout à l'heure et que je vais pas répéter. Et donc, il y a 5 pôles dans France 2030. Santé, transition éco-énergétique, connaissance, je vais y revenir sur l'éducation et la formation, le pôle souveraineté numérique, et les nouvelles frontières avec l'espace, l'exploration sous-marine, le quantique, etc. Ce qu'on a observé, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui peut choquer, mais dans un certain nombre d'activités, on est déjà au plein emploi
voire on n'a pas assez de monde. On constate ça. Donc l'effort à faire, numéro 1, dans le cadre de France 2030, c'est former. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir » pour vous donner quand même des indicateurs. Première relève, il y a 2 mois, c'était une 60aine de projets. Deuxième relève, 170 projets. Nous n'avons toujours pas assez de projets par rapport aux moyens que nous avons. Ce sont des projets de création d'écoles, création de centres de formation, augmentation des effectifs dans des centres de formation existants. Et là, on s'aperçoit en fait qu'on manque encore d'audace. On ne va pas assez loin. J'ai des cas d'écoles, par exemple, d'ingénieurs qui vous disent on est 150 par promo, on met un dossier pour être 200. Ma réponse, c'est de leur dire et pourquoi pas 500 ? Et à chaque fois, c'est compliqué, etc. Et 1 million de personnes en plus formées d'ici 2030. Sur tous ces métiers qui vont de la bioproduction, le numérique, la maintenance robotique, mais également le soudage. On parle de métiers qui vont dans des qualifications, je dirais, traditionnelles, de Bac-3 à Bac+12. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les métiers qu'on appelle d'avenir, donc des métiers dans lesquels on voit bien qu'on est, ouvrez les guillemets, en tension. Et se rajoute à ça le fait que la France est reconnue déjà comme un centre de formation exceptionnel par tous nos amis européens, voire au-delà. Donc il faut savoir que sur tous ces gens que nous allons former, mon estimation, entre 25 et 30% vont aller en Europe. Ça, c'est pour les compétences. Ça, c'est pour les compétences. Oui, mais ces compétences sont essentielles parce que, en fait, on peut mettre autant d'argent qu'on veut à inventer une réindustrialisation. Si on n'a pas les femmes et les hommes qui vont travailler dans les territoires, dans ces territoires, dans ces métiers, ça sera inutile. Juste pour rebondir rapidement sur les territoires, c'est bien l'innovation pour tous et partout. Donc la stratégie territoriale, elle existe. J'installe dans chaque région, là on a déjà fait la région de Mme Delga, mais au-delà, j'installe un comité de suivi France 2030 régional qui donc veut animer le territoire sur ces terrains. Nous avons avec les régions ce qu'on appelle France 2030 régionalisé, donc où à parité, nous investissons sur des projets qui sont plus à la main justement des présidents de région dans le cas présent. Donc on cherche vraiment à diffuser, à élargir la base de la pyramide. Vous avez été surpris, je le sais, parce que vous allez beaucoup sur le terrain, Bruno Bonnel. Oui. Il y a des territoires inattendus. Oui, ce que j'appelle les territoires inattendus, c'est-à-dire que quand vous allez dans le Cantal et que vous découvrez que le leader de la robotique des boîtes de pétri, donc qui sont fondamentales pour l'analyse des bactéries et des ferments, c'est une boîte au milieu du Cantal et qu'elle a reçu depuis le début des PIA moins de 70 000 euros sur les 100 milliards à peu près depuis le début des PIA, pour donner un ordre de grandeur. Le Cantal, par exemple, est un pays qui n'est pas regardé dans le scope de l'innovation. Pourtant, il y a là-bas des femmes et des hommes, des entreprises qui sont intéressantes à stimuler et même des performeurs particuliers. Je dis le champion du monde de la robotique, de la boîte de pétri. Sincèrement, c'était inattendu. Et je pense que ces territoires inattendus méritent d'être révélés par France 2030. Territoire inattendu, c'est vrai qu'en Occitanie, il y a beaucoup de compétences. C'est un sujet qui vous occupe, le pacte pour l'embauche, Carole Delga. Vous aussi, vous misez sur la formation, sur les talents pour l'Occitanie, hein. Oui, bien sûr, la formation, c'est un sujet essentiel. Juste pour revenir sur l'exemple du Cantal, cette entreprise, en effet, parce que le Cantal, c'est pas très loin de l'Occitanie, je le connais, j'ai pu en parler avec Laurent Wauquiez. Par contre, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils ont donnés ces dernières années, parce que c'est cela, la complémentarité. C'est que la montée en puissance peut être faite par les régions, et puis à un moment quand on accède à un stade où il faut une croissance forte dans tous les sens du terme, à ce moment-là, des plans comme France Relance sont tout à fait utiles et permettent de franchir cette marche qui est plus haute, d'où la complémentarité. Sur la question de la formation, ça c'est un sujet essentiel parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui freine notre croissance ? C'est la pénurie de recrutement. Et donc, nous avons lancé au niveau de la région Occitanie un pacte pour l'embauche. C'est 50 partenaires, que ce soit bien sûr l'éducation nationale, mais aussi le MEDEF, l'UMM, l'ensemble des syndicats, parce qu'on doit être tous mobilisés. Alors, on doit être tous mobilisés pour vraiment lever les derniers freins à l'emploi et à la formation. La garde d'enfants. La garde d'enfants pour les familles monoparentales, c'est essentiel. La question d'aider pour passer le permis ou même pour louer ou acheter une voiture. Et puis, on doit mener une révolution au niveau de l'éducation nationale. Et cela, Bruno Bonnel connaît ma détermination sur ce sujet. Aujourd'hui, sur l'orientation scolaire, on est déficient en France.
on est déficient. Parce que l'orientation scolaire en France, aujourd'hui, c'est une machine à désespérer. C'est une machine à désespérer parce que nous n'arrivons pas à faire connaître à nos jeunes dans les collèges la réalité et la diversité des métiers. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas connaissance du champ des possibles et qui vont être mal orientés. Mais il faut donner envie, il faut faire connaître la réalité des métiers. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les régions puissent mener ce travail en liaison avec l'éducation nationale, parce que les régions, nous sommes la liaison entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. C'est vrai dans les collèges, c'est vrai aussi dans les lycées. Et puis c'est une machine à désespérer parce que nous avons de nombreux chefs d'entreprise qui cherchent à recruter, qui ne trouvent pas les bonnes compétences, parce que nous ne formons pas forcément au métier d'avenir ou au métier juste d'eux-mêmes. David Et là, Jazz, nous par devons, rapport... en termes juste... Non, mais sur ce sujet, c'est essentiel parce que nous devons former des citoyens qui savent apprendre à apprendre pour s'adapter à l'évolution technologique, mais nous devons travailler de façon beaucoup plus ouverte entre l'éducation et le monde de l'entreprise. Voilà, jouer collectif, on y revient. David Jazz, par rapport à ce nouvel ordre et cette nouvelle dynamique qu'on insuffle pour les territoires et donc pour une souveraineté nationale et au niveau mondial, nouvel acte de l'action publique. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Je poserai la même question à Bruno Bonnell. Je pense que ça marche s'il y a une volonté d'intelligence collective. Et un des problèmes de la France, c'est le silotage de l'action. C'est-à-dire qu'il y a parfois des cloisons étanches entre l'action publique et le secteur privé. Il y a parfois les régions et puis des l'État. cloisons étanches entre l'État et les collectivités territoriales. Et ce qui nous manque, c'est de faire souffler un peu le vent de la co-responsabilité. Et on est dans un monde... pas d'ennemis, quoi. On a des défis qui sont planétaires. Je pense évidemment au défi climatique, qui est sans doute le plus important de tous, puisque c'est la vie sur Terre qui est en jeu. Mais en même temps, on a un monde qui est extrêmement fragmenté, avec des empires, avec des velléités très agressives. Des baronnies, on peut dire. Et on voit que même autour de la transition écologique, qui va être, à mon avis, après la digitalisation, le grand moment de transformation industrielle, on a une compétition autour des technologies de décarbonation qui est très forte. C'est un peu la course au désarmement fossile. Après la course à l'armement nucléaire au XXe siècle, là on assiste à la course au désarmement fossile. On voit que les États-Unis et la Chine prennent un peu le lead. On voit en ce moment les programmes qui sont menés sur les énergies renouvelables, sur tout ce qui est système de chauffage, sur l'agriculture aussi décarbonée, mais une agriculture qui reste performante et productive, sur les recherches en matière de biotechnologie, en matière de génome. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que l'Europe, elle a un peu démarré sa transition climatique avant les autres, mais elle l'a fait sur un mode fiscal et réglementaire, ce qui est très bien. Parce que, on adore réguler. Hein. Et c'est très bien. Il y a des choses qu'il faut réguler. Il faut créer un cadre de régulation. Mais on ne peut pas rester simplement sur le mode fiscal et réglementaire. Il faut qu'on stimule la recherche-développement, l'innovation et la transition énergétique, en fait, doit être la colonne vertébrale de la réindustrialisation de l'Europe. Et ça évitera en plus une dispersion à l'excès des projets. Moi, je crois qu'il y a cette prise de conscience en France, parce qu'on voit qu'il y a quand même une forte dimension écologique et énergétique dans France 2030. Carole Delga parlait tout à l'heure des expérimentations sur le train à hydrogène. Mais je pense qu'on peut encore gagner, monter en puissance. Et c'est vraiment une priorité absolue, parce que regardez ce qui se passe à la fois sur la course aux matériaux, aux minerais, aux terres rares, qui sont absolument nécessaires pour fabriquer les batteries électriques, le photovoltaïque. Et regardez à quel point nous sommes dépendants d'autrui pour les dites batteries électriques, pour les panneaux photovoltaïques, pour les éoliennes, pour demain peut-être les systèmes de chaleur. Donc là, on a vraiment un enjeu absolument majeur de souveraineté nationale et européenne. Donc c'est un nouveau chapitre de la décentralisation qu'il faut écrire? Moi, je pense qu'il faut... c'est pas un nouveau chapitre de la décentralisation, c'est une nouvelle méthode et une nouvelle façon de travailler ensemble. Et par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment sortir de la logique exclusivement régulationniste. La transition écologique et énergétique, c'est pas juste une affaire de normes et de fiscalité, c'est aussi une question d'innovation, d'industrie et de technologie. Et je dis en passant, parce qu'il y a des débats qui opposent souvent sobriété et technologie, comme si
comme si ça s'opposait. Il y a d'extraordinaires technologies qui permettent de ne pas gaspiller l'énergie. Je pense à ce qu'on fait dans l'agriculture de précision, je pense à l'éco-construction et à tout un tas de matériaux biosourcés. Donc il faut qu'on arrive justement à trouver des technologies qui nous amènent vers cette sobriété et vers ce modèle climatique décarboné. Voilà, et vertueux. Bruno Bonal, je vous repose la question. Pourquoi ça marcherait alors qu'on est, vous le disiez, David Diaz, spécialiste de la régulation, en France aussi, des usines à gaz, de l'empilement d'un millefeuille réglementaire? Ça va marcher pour 3 raisons. D'abord, ce qui réunit les gens, ce sont des combats communs. Et peut-être ce qui s'est passé avant, c'est qu'on avait l'impression que l'État soutenait une certaine forme de science ou le plan ou des infrastructures. C'était très descendant. Mais finalement, ça améliorait à la marge un certain nombre de choses. Et moi, on l'a vu notamment, on vient de parler notamment de la fibre, par exemple, tous ces développements. Rappelez-vous combien de temps on a mis en France à rattraper le niveau moyen de l'Europe en termes d'ordinateurs ou en termes de téléphone portable. Parce que finalement, on n'en voyait pas l'utilité. Là, on a une urgence, l'urgence climatique, on l'a dit, et qui est à mon avis vraiment au cœur du système, mais on a aussi une urgence que j'appellerais de chrysalide. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une transformation profonde, on a un monde qui est habitué à être chenille, et on voit bien que pour se transformer, il faut qu'il devienne papillon. Donc là, il y a vraiment une douleur, et ça va se passer dans une crise. On en a vécu un certain nombre de crises qui sont autant d'accélérateurs de cette transformation. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il faut arrêter, mais arrêter une fois pour toutes, de comparer ce qui n'est pas comparable. Vous ne comparez pas un État-continent comme les États-Unis et la Chine en termes de moyens et la France. 54 milliards, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Hier, j'ai reçu le ministre de l'Industrie norvégien. Un pays, comme vous le savez, en excédent, plein de gaz, de pétrole, de champs d'éoliennes qui va nous vendre de l'électricité. Il vient me dire, mais c'est génial votre truc. On veut faire la même chose. Mais évidemment, on est 5,5 millions de personnes, on va le faire à une autre échelle. La semaine prochaine, on va à New York, où ils sont en train d'élaborer un plan qui n'est pas le plan Biden, qui encore une fois est un plan d'infrastructure, mais qui est un plan qui ressemble à France 2030. Ils nous disent, nous, les États-Unis d'Amérique, allez, on va peut-être mettre 40-45 milliards. En France, on met 54 milliards. C'est pour ça qu'il faut quand même souligner le fait que l'effort de l'État pour accélérer ces transitions, il est majeur. Et la troisième raison, c'est celle qu'a dit tout à l'heure le ministre, c'est l'attractivité de la France. On vit dans un moment où la France plaît pour sa qualité de vie, pour sa sécurité, pour la qualité de ses chercheurs, de sa formation pour les enfants. De ses infrastructures aussi. Mais donc ça veut dire, évidemment pour ses infrastructures, non mais ça veut dire que nous avons une espèce, non pas de perfect storm, qu'on entend tout le temps dire, mais on a un alignement d'étoiles qui fait que si effectivement on y met beaucoup d'énergie collective, moi je ne suis que le Aimé Jacquet de l'équipe de France. Le coach. 2030. Oui, non, mais ça veut dire, vous savez, quand il arrivait, Aimé Jacquet, rappelez-vous, hein, tous, enfin ceux qui étaient là, la plupart de vous étaient trop jeunes, mais on disait, on gagnera jamais, on l'aura jamais, et on va et on gagne la Coupe du Monde. Ben, la Coupe du Monde de l'innovation, elle est à notre portée. Avec la NIAC. Alors, Carole Delga, je pourrais vous poser la question. Bruno Bonal, il y a aussi l'Île-de-France qui, en général, rafle tout quand il y a des crédits. Oui, c'est vrai que là, il faut être très attentif à l'équilibre territorial parce que ça a été... On terminera là-dessus avec vous, Carole Delga. Mais ça a été rappelé, c'est-à-dire que l'industrie en France, elle s'est construite avant tout dans des territoires ruraux et de montagne. Et on voit bien la corrélation entre le vote populiste et les territoires ruraux. Et donc là, il est absolument nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage. Parce qu'il y a un rééquilibrage pour déjà que l'équipe France soit dans tous les territoires. Que ce ne soit pas juste la France des élites, de la Startup Nation, des quartiers, des grandes métropoles qui vont bien. Et puis également, quand dans un territoire, il y a eu une industrie, le peuple, les habitants, la géographie, l'organisation, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de l'industrie. Parce qu'il y a une culture du savoir-faire et de la fierté de l'industrie. Et là, c'est très important parce que cette question de l'acceptabilité, moi je viens d'un territoire industriel entre Toulouse et les Pyrénées, et je regardais le Comminges, voilà exactement. Et je regardais donc l'usine Lafarge qui est en train de bâtir un nouveau four
de 100 millions. Vous voyez, il est quand même énorme. Et il n'y a pas une seule manifestation. Pas une seule manifestation, parce que quand je l'ai lancé, j'étais maire, et on l'a expliqué. Et si vous préférez, c'est un territoire industriel où on sait ce que ça veut dire quand il y a un nouveau four. Ça veut dire que derrière, il y a des centaines d'emplois. Ça veut dire que l'usine, elle a 50 ans de plus. Ça veut dire que les carrières, elles sont juste à côté. En plus, donc ça veut dire qu'on n'a pas de transport routier parce qu'on a aménagé, ainsi de suite. Donc ça, c'est important, un, pour la cohésion républicaine, et deux, c'est important pour l'acceptabilité. Et ça, il faut savoir le travailler. Parce qu'un territoire, il garde l'empreinte de la souveraineté, l'empreinte de l'industrie. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, donc cette empreinte. Il faut innover, élever la France. Voilà, on va vous remercier, intarissables promoteurs que vous êtes tous les trois, de cette souveraineté qui vient des territoires. Merci Bruno Bonnell, merci Carole Delga, merci David Jazz d'avoir été avec nous ce soir pour ce Tea Day. How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.